Dossier numéro 2, Monsieur H, âgé de 74 ans, est adressé aux urgences pour une dyspnée brutale. Pas d'antécédent particulier chez ce patient, en dehors d'un cancer du poumon récemment opéré, dont il ramène un courrier, dont vous savez qu'il est stade T3N1M0 et qu'il a bénéficié d'une chirurgie il y a 3 semaines. Sa dyspnée est apparue brutalement en montant les escaliers qui le séparent de son appartement du premier étage. L'auscultation pulmonaire est normale. Vous notez un discret flottement pleural droit du côté de la chirurgie. Vous notez d'ailleurs que la cicatrice de thoracotomie est propre, non douloureuse, et que le patient ne présente pas de fièvre. Vous demandez d'emblée quelques examens. La numération formule sanguine est normale, le ionogramme sanguin aussi. Et vous réalisez des gages du sang en air ambiant qui montrent un pH à 7,43, une PaO2 à 56 mm de mercure, une PaCO2 à 25 mm de mercure et une réserve alcaline à 25 mmol par litre. Vous demandez une radiographie de thorax et un ECG qui vous sont fournis. Voilà l'ECG. Je vous laisse le temps de l'analyser. La radiographie de thorax de notre patient. Je vous laisse le temps de vous la mettre en tête. Et puis, nous allons attaquer les questions. La question 1, quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Question 2, quel élément de l'examen clinique manque-t-il dans cette observation de fondamental? Sur quels arguments décidez-vous ou non de réaliser un dosage des dédimères? Interprétez la radiographie de thorax qui vous est fournie. Question 5, interprétez l'ECG. Question 6, vous aurez une troisième mini-chronographie que vous aurez interprétée. Question 7, quel traitement doit être débuté? Question 8, justifier l'absence prévisible de relais par les AVK. Ça, c'est l'iconographie 3. On y reviendra. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Alors, je crois qu'il n'y a pas de question autre à se poser que ce patient a-t-il une embolie pulmonaire? D'accord? On va rester simple sur cette réponse parce qu'on va développer beaucoup cette pathologie. Tout le dossier tourne autour et on aura le temps d'y revenir. La question 2. Quel élément de l'examen clinique manque-t-il dans cette observation? La question 2 est volontairement articulée avec la question 1 pour que vous compreniez que dans l'embolie pulmonaire, la gravité de la maladie n'est pas respiratoire, mais hémodynamique sur une maladie vasculaire. Alors, quelle en est la réponse à la question 2? Il manque l'examen cardiovasculaire veineux. Donc, je vous rappelle, c'est la maladie thromboembolique est une maladie à deux pôles. Je vous ferai un schéma un peu plus tard. Et donc, il faut rechercher des signes de choc hémodynamique, des signes d'insuffisance cardiaque droite, que sont la turgescence jugulaire et le reflux hépato-jugulaire. Et puis, évidemment, il faut rechercher des signes de thrombose veineuse des membres inférieurs. Je vous rappelle que cette maladie a deux pôles, un pôle veineux aux membres inférieurs, et ce qui est retenu pour le diagnostic, c'est ce qu'il y a au-dessus de la veine poplitée, ça s'arrête à la veine poplitée. Tout ce qui est en dessous n'a pas de significativité pour le diagnostic de la maladie thromboembolique et de l'embolie pulmonaire. Et ça, c'est le premier pôle de la maladie thromboembolique. Le deuxième pôle, c'est évidemment le pôle qui englobe le ventricule droit et les deux artères pulmonaires. Et à ce moment-là, ça s'appelle une embolie pulmonaire. Donc, le message est clair. Il manque un examen hémodynamique plus précis, analysant les signes de la maladie thromboembolique, soit au membre inférieur avec la phlébite, soit au niveau du pôle vasculaire pulmonaire cardiaque droit avec
des signes de choc hémodynamique et des signes d'insuffisance cardiaque droite qui font dire que le choc est lié à une défaillance du cœur droit. Alors, tout ça, pour vous dire, et ce qu'il faut retenir, c'est que la gravité de l'embolie pulmonaire est bien évidemment une gravité hémodynamique, hein, et que les patients décèdent par défaillance cardiaque droite. Question suivante. Sur quels arguments décidez-vous ou non de réaliser un dosage des dédimères? Alors, cette question, qui est tournée un peu particulièrement, elle est là pour vous faire aborder une problématique dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire qui est une pathologie fréquente et une question fréquente aux urgences, donc qui est susceptible de tomber au concours, qui est le problème de la probabilité clinique dans l'embolie pulmonaire. Et ça, la probabilité clinique, c'est un mot-clé fondamental. Vous ne pouvez pas aller à l'ENC pour envisager de prendre en charge un patient qui a une suspicion d'embolie pulmonaire sans avoir compris ce qu'est la probabilité clinique, ce qu'elle implique et comment on l'évalue. Alors, on l'évalue comme ceci, de deux façons. Soit l'évaluation est purement clinique, soit l'évaluation est clairement basée sur des scores. Il y a des études qui ont montré que l'évaluation clinique comparée à l'évaluation par des scores était identique en termes de prise en charge diagnostique pour les patients, qu'elle soit réalisée par un médecin junior, que vous serez bientôt, ou par un médecin senior plus expérimenté. Les deux techniques fonctionnent aussi bien. Alors, comment fait-on quand on est clinicien et qu'on est face à une suspicion d'embolie pulmonaire aux urgences? Eh bien, on raisonne sur un triptyque. La première chose, c'est existe-t-il des facteurs de risque d'embolie pulmonaire? Et la réponse est oui chez notre patient. Rappelez-moi quel âge il a, 74 ans, hein, la maladie augmente largement après 65 ans, donc il a l'âge, il a le cancer, hein, je vous rappelle, il vient d'être opéré d'un carcinome pulmonaire, non petites cellules, T3, N1, M0, et puis oui, parce qu'il a eu une chirurgie récente. Ça fait quand même 3 facteurs de risque de développer la maladie. Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que l'histoire et l'examen clinique simple, en incluant le CG et la radio de thorax, que nous reverrons après dans ce dossier, sont compatibles avec ce diagnostic? Qu'est-ce qu'il a notre patient? Une dyspnée brutale, au lever et en montant les escaliers, avec une auscultation pulmonaire qui n'est pas normale, certes, mais avec une auscultation qui est pathologique du côté d'une chirurgie récente. Donc l'anamnèse colle bien. Hein, on n'a pas envie d'évoquer une pneumonie en écoutant son poumon, on n'a pas envie d'évoquer un pneumothorax pour expliquer cette dyspnée brutale. Il n'y a aucune auscultation qu'on pourrait dire bronchique avec des sibilants. Donc on évoque, quand tout ça est normal, un problème vasculaire. Et puis, grande question qui fait dire est-ce que vraiment on y croit ou pas? Est-ce qu'on a une autre hypothèse à proposer? Un homme jeune qui vient en ayant soulevé une caisse avec une douleur dans le thorax, grand marfanoïde, on se dit, est-ce que c'est une embolie pulmonaire? Est-ce que c'est un pneumothorax? On a un diagnostic différentiel. Ici, on n'a rien à proposer. Ce dossier est caricatural, le patient a des facteurs de risque, une histoire clinique tout à fait compatible, on reviendra sur les gaz, évidemment, qui montrent un shunt, mais sur le CG et la radiothorax, et puis on n'a aucun diagnostic différentiel. Ce patient, synthèse, a ce qu'on appelle une forte probabilité d'embolie pulmonaire. D'accord? Et là, je passe sur l'autre tableau. Pour vous rappeler que dans la suspicion d'embolie pulmonaire, quand on s'est posé la question, le premier temps, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la probabilité dont on vient de détailler comment on l'a fait. Et schématiquement, soit elle est non forte, soit elle est forte. Alors non forte, il y a deux catégories, intermédiaire ou faible. Intermédiaire ou faible, mais ce qui est important, c'est non forte, et à ce moment-là, il faut réaliser un dosage des dédimères.
quand on est en probabilité forte, on ne dose pas les dédimères. Si les dédimères sont positifs, le diagnostic n'est pas éliminé, il faut aller plus loin. Soit les dédimères sont négatifs, et dans ces cas-là, de probabilité faible ou intermédiaire, à ce moment-là, on peut s'arrêter là. Parce que quand les dédimères sont négatifs, il n'y a pas eu de thrombus de formé, puisque les dédimères sont des produits de dégradation du caillot de fibrine. Ici, on va directement réaliser une imagerie du thorax qui peut être un angioscanner ou une scintigraphie pulmonaire. Le plus souvent un angioscanner, c'est un examen plus disponible, et plus rarement une scintigraphie qu'on va réserver essentiellement aux insuffisants rénaux à qui on ne peut pas injecter de l'iode, aux patients allergiques aux produits de contraste iodés, aux patients qui ont déjà une scintigraphie de référence et chez qui l'examen pourra être intéressant en termes de comparaison. Donc, dédimères positifs dans les probabilités faibles ou intermédiaires, pas de dédimères dans les probabilités fortes. À ce moment-là, on fait un angioscanner. On y reviendra en conclusion du dossier. On reprend la correction sur les autres questions. Donc, je vous rappelle, mot-clé probabilité clinique, comment la construit-on? Alors, question 4, interpréter la radiographie de thorax du patient. Donc, il existe sur cette radiographie de thorax un épanchement pleural droit de faible abondance, une atélectasie partielle du lobe moyen qu'on détecte grâce à la déviation des structures médiastinales et à l'ascension de la coupole diaphragmatique droite. Je vous le montrerai sur la radio de thorax en y revenant. Et on note la présence de clips chirurgicaux. Enfin, toujours à la fin, en dernier, les signes négatifs, pour dire que vous y avez pensé que ça pouvait avoir un intérêt. Absence d'anomalie pleuroparenchymateuse à gauche, chez un patient qui vient d'être opéré d'un cancer à droite. C'est une bonne idée d'aller regarder ce qui se passe un mois plus tard à gauche. Il n'est pas exceptionnel que parfois la maladie explose et qu'on se retrouve des signes de lymphangite carcinomateuse. Cependant, comme on l'a vu, l'histoire ne colle pas du tout. Alors, donc la radiographie de thorax, on a donc un épanchement pleural droit, donc c'est une opacité complètement homogène, déclive effaçant la coupole. D'accord? On avait dit qu'il y avait des clips chirurgicaux, j'espère que vous pouvez les voir, c'est ces petits clips métalliques qui sont là. Et puis, on a parlé d'une atélectasie du lobe moyen. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 lobes à droite versus 2 lobes à gauche. Vous ne pouvez pas vous avancer à l'internat, à l'ENC sans savoir ça. Si on regarde une radiographie de thorax de profil, je vous rappelle que le lobe moyen est ce lobe antérieur, d'accord, et que se pose parfois la question, notamment en cancérologie pulmonaire, mais aussi en infectiologie, d'une opacité qui serait ici de face, et dont on ne sait pas si elle est dans le lobe inférieur ou dans le lobe moyen. Si jamais elle est dans le lobe moyen, à ce moment-là, elle est antérieure, comme le cœur, et la silhouette cardiaque et le bord droit du cœur sont confondus avec celui de l'opacité. Et donc, il n'y a aucune discontinuité, pas de signe de la silhouette. Si à l'inverse, on est dans la situation rouge avec une opacité du lobe inférieur, le cœur qui est plus devant n'est pas dans le même plan que l'opacité, et à ce moment-là, vous avez votre opacité et la ligne du cœur. Et c'est ça, le signe de la silhouette, c'est cette ligne ici. Petit rappel pour cette radio de thorax. Dernier point, on a dit qu'on a bien regardé à gauche ce qui se passait et qu'on voit rien dans la plèvre et rien sur le médiastin. Alors, question 5, interpréter le CG. Je ne suis pas cardiologue, mais j'ai quand même quelques connaissances. Donc, il faut toujours être systématique. Donc, c'est un rythme qui n'est pas sinusal. Quand on regarde le tracé du bas, qui est un tracé long, on se rend compte qu'il n'y a pas une onde P devant chaque QRS. Donc, c'est un rythme qui est non sinusal. Quand on regarde ce rythme, il apparaît quand même tout à fait régulier.
qui n'est pas fréquent quand ils ne sont pas sinusales. Et quand on regarde l'aspect des ondes P, on a cet aspect dit en créneau, qui est quand même très évocateur d'un trouble du rythme supraventriculaire, et ça, c'est renforcé par l'aspect du QRS, qui reste fin, et qui laisse dire que c'est au niveau du nœud auriculaire que ça se passe, et qu'après, la conduction de l'influx nerveux, elle est normale. Donc, pour répondre à cette question, je vous propose de dire que le rythme est non sinusal, régulier à peu près 100 par minute, il n'y a pas d'onde P, il y a un aspect en onde Si, les QRS sont fins, et donc, on parlera d'un flotteur auriculaire 3 sur 1. Donc, l'iconographie 6, alors, grand message, si on vous demande d'interpréter une iconographie, il me semble logique de dire de quel examen il s'agit. D'accord? Si on vous demande d'interpréter la radiographie de thorax, rappelez qu'il s'agit d'une radiographie de thorax, me paraît inutile et une perte de temps. Alors, l'iconographie que nous avons là, donc, pour rester simple, c'est un scanner thoracique. C'est une coupe. Dans le thorax, on a deux types de coupes. On a des coupes parenchymateuses où on voit le parenchyme. Là, on a une coupe qui est évidemment médiastinale. Je pense que ce sont des choses qui sont à préciser si on vous demande d'interpréter une iconographie. Il ne faut pas bien préciser ce que c'est. Donc, scanner du thorax en coupe médiastinale. Ensuite, l'étape d'après consiste à regarder si les vaisseaux qu'on a là sont injectés de produits de contraste. Donc, il faut dire, je mets un plus qui veut dire avec une injection de produits de contraste iodé. Et puis, ensuite, une fois qu'on a annoncé ce que c'était, on peut commencer à analyser ce qui se passe sur ce scanner. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce scanner? On voit l'aorte ascendante, l'aorte thoracique descendante. Évidemment, vous ne ferez pas le rachis, les premières côtes. Et puis, ici, le tronc de l'artère pulmonaire qui se divise en artère pulmonaire gauche et en artère pulmonaire droite. Tout ça sont des rappels anatomiques. Et si on suit, c'est ça qui est difficile dans l'angioscanner thoracique, si on suit le tracé sur plusieurs coupes, on voit bien par exemple ici que hop, le produit de contraste s'arrête, qu'il y a un gros défect, ici aussi, et donc ce patient a une embolie pulmonaire bilatérale. Je vais vous remettre tout ça au propre. C'est un scanner thoracique en fenêtre médiastinale avec une injection de produit de contraste permettant de visualiser le scanner thoracique.